J'ai vu des marques aussi qui scalaient très très fort, à plus d'1 million par mois en effet, et qui avaient des OPEX hyper basses, mais maintenant avec l'IA, des fois tu as des business qui sont quand même très simples, tu n'as vraiment pas besoin de recruter aussi beaucoup. Ouais, je pense de toute façon que maintenant, les OPEX vont descendre de plus en plus avec l'IA. Toi, tu penses que tu vas implémenter quoi en IA dans ton équipe? Le plan, là, actuellement, c'est d'avoir quelqu'un. Mais je pense que ça change pas d'un point de vue humain, parce que tu auras besoin d'avoir une structure et tu auras besoin d'avoir un organigramme, et simplement, ce sera juste des IA que tu plugues. Là, le software qu'on a créé avec Lucas, c'est que simplement en partant de quelques concurrents, on se base sur les créas les plus lumineuses. Frame par frame, notre IA, elle analyse tout et elle reproduit avec des changements que nous, on choisit. Il n'y a plus de montage à faire. Les résultats, ils sont vraiment humains. Genre, les clients, ils voient pas la différence. C'est Vraiment, fou. 100%. Comment on forecast, comment on planifie son année. Pour moi, l'enjeu du plan de croissance, donc du document financier pour la première année, ça va être de voir si on est capable de prévoir sa croissance et voir si on est capable de la prévoir à minima et avec quelle moyenne. Par exemple, Il y a des choses dans le business qu'on n'aime pas et qu'on fait pas, et ça, c'est une erreur. si votre objectif c'est de rester un mec qui fait de l'e-com tout seul, c'est ok. Mais si vous voulez aller plus loin, il y a des choses à faire pour ça et juste il faut prendre ses responsabilités. Nouveau podcast Master. Aujourd'hui, épisode spécial, on est en Thaïlande post-mastermind et on a invité Sophia qui était intervenante pour notre mastermind, qui a délivré beaucoup de valeurs, et on va vous partager certaines valeurs qu'elle a partagées. Donc aujourd'hui, on va beaucoup parler autour de performance des équipes, autour de performance de l'entreprise grâce aux équipes. Bienvenue Sophia, salut Hello. Nico. Welcome. Donc ce que je propose, c'est qu'on commence directement avec les points importants qui ont été échangés durant ton intervention. Ok, on va pas tout révéler, mais si on peut révéler quelques points importants que tu as mentionnés, Ouais. notamment les erreurs les plus fréquentes chez ceux qui nous regardent. C'est OK pour vous? Alors c'était assez intéressant au mastermind parce que donc dans la présentation, j'ai partagé pas mal de points que je vois sur les erreurs récurrentes chez les commerçants et chez les fondateurs que j'accompagne plus globalement. Et il y a plein d'erreurs qui amènent pas mal de soucis. Les soucis principaux sont impossibilité de se dégager de l'opérationnel, donc on reste à éteindre des feux au quotidien, on a l'impression que même si on a des équipes, on n'arrive pas à se libérer de quoi que ce soit. Deuxième souci, gros problème lié au management, aux équipes, et j'ai beaucoup de fondateurs que j'accompagne qui virent des personnes alors que c'était juste un mauvais management, qui font des mauvais recrutements parce qu'ils recrutent trop en last minute, etc. Et donc ça a été pas mal les points, je pense, globaux que j'ai traités. Donc ouais. Et du coup, c'est quoi les solutions? Admettons que... Alors, ouais, il y a eu plusieurs choses, hein, mais principalement, je crois que la chose récurrente, enfin la chose vraiment globale sur laquelle tout le monde doit s'aligner, c'est le fait de planifier les choses. Et en fait, c'est quelque chose que je vois vraiment trop peu. C'est de prendre un effort, enfin de prendre le temps de se dire, OK, cette année, je vais faire mon plan de croissance, donc je vais faire mon PNL avec mes objectifs à minima, et par rapport à ces objectifs que j'ai, de qui j'ai besoin, à quel moment, quel investissement je mets, etc. Et ça, rien que de faire ça, ça va permettre de déjà avoir une overview sur ce qu'on va faire dans l'année et d'éviter le rush. Et également, quelque chose que je recommande tout le temps, c'est de garder du recrutement toujours actif pour n'importe quel poste qu'on a dans sa boîte. Parce que s'il y a un souci, un problème RH, un problème de performance ou quelqu'un qui s'en va, on est en capacité de pouvoir remplacer avec un peu moins de risques et un peu moins en dernière minute, quoi, que si on devait absolument tout recommencer. Ça, c'est vraiment déjà les deux quick wins hyper rapides que tout le monde doit implémenter absolument. Ça veut dire quoi concrètement un recrutement, laisser en recrutement ou laisser les personnes pas encore engagées? Ouais, en gros, typiquement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas publier toutes tes offres d'emploi en ligne constamment. Il faut toujours qu'elles soient en ligne. Et tu vas tout le temps laisser donc, ces postes ouverts. Donc, les gens peuvent tout le temps postuler via un formulaire. Et moi, par exemple, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui, toutes les semaines, va trier tous ces candidats-là. Si elle en a des biens, elle va les rencontrer en entretien. Si ça fit très bien, on peut même potentiellement, des fois, faire des remplacements qu'on n'avait pas prévus. Parce que s'il faut, on a un super profil encore mieux que celui qu'on a là. Et si jamais on n'a pas de poste disponible, on va au moins avoir eu cet engagement avec cette personne-là. On peut lui dire, écoute, on n'a pas de disponibilité pour l'instant, mais peut-être plus tard. Et ça permet de toujours avoir un petit peu de poste actif, quoi. Ok. Et comment tu les entretiens? Par exemple, une personne qui fit tous ces critères, tu en auras besoin dans 1 an. Pendant cette année-là, tu as un process pour le garder au chaud? Ouais, alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller beaucoup la solliciter pour lui demander des conseils, un peu flatter l'ego. Ok. Et c'est un peu la même stratégie qu'on a quand on fait du headhunting, donc de la chasse à tête. C'est que pour garder un profil bien chaud et prêt à être activé et pour lui donner envie, c'est constamment aller le flatter, lui demander des choses. Donc, quel est ton process pour ça? Est-ce que tu as des recommandations d'outils? Est-ce que tu connais telle ou telle personne? Ça marche vachement bien.
Moi, ce que je pense que peut-être pas clair, ou peut-être beaucoup de personnes ne savent même pas comment faire un plan de croissance, ne savent même pas comment se projeter, ne savent même pas peut-être quel profil engager pour croître. Et si tu arrives à aider ces gens-là qui nous Ouais. regardent. Carrément, et d'ailleurs, c'est une question que j'ai eue pas mal au mastermind avec 2 associés qui, en fait, ne savaient pas où donner de la tête. Ils sont complètement sous l'eau. Il y en a un qui est plus dédié produits, supply, etc. L'autre qui est marketing. Et ils ont l'impression d'avoir le temps pour rien. Et en fait, ce que je dis toujours, moi, c'est que si vous avez personne, commencez avec quelqu'un dans l'opérationnel pour vous décharger de toutes les petites tâches qui vous prennent du temps. Et en plus, cette personne-là vous permettra d'aller faire le recrutement des autres, le management des autres et toute l'organisation interne. C'est la première chose à déléguer. Ensuite, si on est une jeune marque, peut-être pas déléguer tout de suite de la creative stratégie ou du media buying ou ce genre de choses parce que c'est tellement important et c'est tellement ce qui génère de l'argent dans la boîte qu'il vaut mieux le garder en connaissance complète en tant que sa personne et pas prendre de distance avec. Un peu plus tard, c'est possible. Mais par contre, des assistants, c'est carrément possible. Donc, peut-être un créatif stratégiste assistante, un vidéo éditeur. En tout cas, toutes ces personnes qui vont exécuter. Ça va beaucoup être des exécutants au début. Donc, si je comprends bien, au départ, quand on a une recette qui marche, on va venir essayer de gagner du temps en embauchant des assistants. Puis après, une fois qu'on gagne du temps, on va pouvoir plugger gentiment sur la performance. Exactement. En fait, la première stratégie, c'est se dire, OK, là, je passe trop de temps à faire des tâches inutiles et qui n'ont pas énormément de valeur. Je dois déléguer ces petites tâches-là, ces tâches d'exécution, pour que ma stratégie puisse évoluer, ma vision puisse évoluer et le gros du travail puisse continuer à vivre à travers moi. Et ensuite, quand on a un bon niveau, on développe la stratégie. On délègue, pardon, la stratégie. OK. Donc, si je reviens aussi au plan de croissance, je pense que tu as donné beaucoup de mots techniques. Rien que de faire un PNL, comment se projeter. Je pense que beaucoup de personnes qui nous regardent ne savent même pas comment faire un forecast, ce qui est chose technique. C'est quoi tes conseils un peu par rapport à ça? Si on a une jeune marque qui commence, comment on forecast, comment on planifie son année? Ouais, c'est vrai que c'est dur parce que par exemple, j'ai pas mal de clients qui commencent juste, c'est leur première année d'e-com et c'est hyper dur de prévoir combien on va faire. Donc, ce que j'essaye de dire dans ces moments-là, c'est quel est le minimum que tu penses que tu pourras avoir. Et commencer à prévoir au minimum, c'est déjà s'assurer des choses et c'est pas prendre trop de risques au niveau des coûts opérationnels, donc des salaires, des freelances, etc. Donc faire ça à minima. Et c'est aussi d'ailleurs un exercice qui est hyper intéressant parce que pour moi, l'enjeu du plan de croissance, donc du document financier pour la première année, ça va être de voir si on est capable de prévoir sa croissance et voir si on est capable de la prévoir à minima et avec quelle moyenne. Par exemple, si je dis que mois 1, j'ai fait 50K mensuels et que je prévois que mois 2, je fasse 75, mais en fait, je fais 30, ça veut dire qu'on n'est pas en connaissance assez forte de son business, de ses efforts marketing, etc. Et ça va être vraiment tout un apprentissage la première année, donc ce ne sera pas un bon PNL, une bonne projection, mais ce sera pour vous l'occasion de comprendre, de commencer à comprendre comment est votre marque, comment elle se situe et où est-ce qu'il faut mettre les efforts. Je ne sais pas si je suis claire. Pour une marque en première année, justement, ça peut être un peu flou de faire son plan et forecaster. Comment faire au mieux sa première année? Parce que est-ce que tu te bases sur les concurrents qu'il y a déjà? Est-ce que tu te bases sur aussi l'expérience de l'entrepreneur derrière pour faire au mieux? La métrique que je vois qui marche le mieux, c'est se baser sur le pourcentage de coût marketing. En fait, souvent, ce que je vois, c'est que dans les PNL des marques qui débutent, il y a forcément des coûts marketing qui sont hyper hauts, genre 50 à 70%, même des fois du CA. Et en fait, je pense que c'est comme ça qu'on peut le piloter. C'est en connaissant combien on va dépenser. Si on sait qu'on dépense à peu près 70% de coûts marketing pour générer tant de CA, comme ça, on va pouvoir après, projeter un peu le chiffre d'affaires. Et le benchmark par rapport aux autres marques, je trouve qu'il n'est pas forcément... En tout cas, je l'ai peu utilisé parce que c'est tellement différent d'une marque à l'autre que je ne saurais pas dire si... Ok. Toi, tu le fais comment? Moi, c'est pas mon point fort. Et justement, sur les premières années, je me suis basé sur les concurrents. Mais sinon, c'est en fur et à mesure d'apprentissage de la data que j'ai avec la brand en lancement. Mais c'était mon point faible, forecasting, plan financier, etc. Donc, et quand tu te bases sur les concurrents, tu trouves que ça a un bon match ou pas? Vu qu'on a accès à pas mal de data, franchement, ça m'a aidé. Donc, Trop bien. Et donc, tu conseillerais d'utiliser... Il y a des outils qu'on peut utiliser pour... les logiciels de spy et puis les contacts aussi en interne qu'on a. Mais le mieux, c'est de faire comme tu as dit.
Bon, honnêtement. ok, ça marche. Peut-être on peut faire les deux dans ce cas. Ouais. On fait avec l'éco-marketing et après, peut-être Ouais. checker avec ça, c'est intéressant. Je le conseillerais à mes clients, je regarderai si Ouais. c'est cohérent. Ouais, je pense que c'est cohérent. Donc toi, tu fais comment? Pour le forecasting, Ouais, c'est pas mon fort, à nouveau. Donc là, comme c'est pas mon fort, mon focus, c'était de m'entourer des personnes à qui c'est son fort. Voilà, donc c'est pour ça que on s'est fait aider par toi, par des CFO, pour justement prévoir de manière précise. Et là, c'est la première année où c'est qu'on forecast vraiment de manière, je pense, accurate. Mhm. Et c'est à peu près comme tu as dit. Et on se base aussi sur la compétition. ok. Ouais, donc Aussi pour quand même déterminer des périodes. Parce qu'en fait, le Q4, si tu as ta première année et que tu connais rien, en fait, tu vas voir que les compétiteurs, l'année passée, ils ont fait beaucoup d'argent durant le Q4. Tu vas te dire, ah, ok, Q4, il y a peut-être quelque chose. Donc, je pense que les compétitions, ça, il faut vraiment garder un œil dessus aussi Mm. pour forecaster. Ouais, pour forecaster. Ouais, c'est vrai que nous, les compétitions, enfin les concurrents, c'est plutôt pour la partie stratégie marketing. Et c'est des bons, en effet, benchmark de OK, combien ils ont dépensé, avec quelle strat, etc. Pour le forecast, du coup, c'est hyper intéressant à mêler aussi, ouais, je pense. Ouais. Parce qu'en plus, tu peux scraper toutes les stratégies qu'ils ont utilisées et en fait faire presque un duplicata de la stratégie, même sur la première année, quoi. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, ce plan-là, c'est hyper intéressant parce que en fait, il a fait se rendre compte à pas mal de fondateurs qui faisaient pas assez d'efforts sur leurs efforts marketing, quoi. Souvent, quand on fait cet exercice, le mois d'après, il y a beaucoup moins que ce qui est prévu. Et simplement sur les chiffres, on voit que c'est parce qu'ils ont juste fait moins en termes d'exécution et de volume. Et ça, c'est pas mal aussi pour se rendre compte des efforts qu'on a fournis sur notre marque sur l'année ou le mois, quoi. Ouais, 100%. Avec l'IA qui arrive, est-ce que vous l'utilisez beaucoup dans tout ce qui est gestion du forecast, tous les fichiers que vous avez en interne ou pas encore beaucoup? Et comment tu vois ce changement arriver? Parce que, genre l'année prochaine, tout ce qui est fichier, PNL, tracking, forecast, avec l'IA, ça peut être vraiment simplifié. On est en train de développer justement un gros dashboard complètement automatisé avec les PNL, les cash flow, stock management, toutes ces choses-là. Et ouais, carrément, ce sera... Alors là, moi, ce que j'en vois pour l'instant, c'est que ce sera plus agréable en termes de pilotage du X, tu vois, pour aller naviguer sur les trucs. Mais en soi, nos Excel fonctionnent encore très bien. Et je trouve que l'IA, pour moi, il fait encore pas mal d'erreurs sur les chiffres quand même. Donc, voilà. À voir. Moi, je pense que ça va être banger d'ici quelques mois. Je pense qu'il pourra analyser mieux qu'un humain par rapport à la data et par rapport aux croissances du marché, par rapport à d'autres facteurs qu'on pourrait peut-être pas voir. Mais c'est de la spéculation. Ouais, on verra ça. Ouais, on Ça verra. sera intéressant en tout cas, il y en a besoin. Et puis ça coûte tellement cher les solutions finance. Si on peut avoir de l'IA qui s'en occupe, c'est chouette, quoi. Parce que moi, je vois les coûts que j'ai en finance, c'est hyper élevé, quoi. Tu as ton comptable, la personne qui vérifie les comptables, les CFO part-time, enfin, t'en as vite pour, je sais pas, 6 000 balles, juste pour vérifier que tes chiffres soient bons, quoi. Ouais, CFO, ça price. Ouais. Mais c'est important. Ouais. Mais au début, non. Hein. Enfin, au début, connaissez les chiffres vous-même. Enfin, faut pas déléguer avant de pas connaître les chiffres, parce que ça, c'est un piège, quoi. Et du coup, il y avait quoi comme autre chose qui est revenue au mastermind? Le plus courant, je pense, un gros pain point. Il y a eu un sujet hyper intéressant que j'ai vu 2 fois. C'est j'ai pas mis la bonne personne à la bonne place. En fait, c'était 2 personnes qui avaient recruté, je peux pas dire qui, mais en gros 2 personnes en opération. Et ils avaient de grands espoirs sur cette personne-là et ils voulaient que ces personnes aillent à un niveau beaucoup plus haut. Et en fait, il y a des moyens de se rendre compte de vraiment si une personne est capable ou non, ou si une personne a envie ou non. Et souvent, j'ai vu des gens qui positionnaient des gens à des places super hautes sans leur avoir demandé ou sans être sûr que c'était vraiment la personne pour. Donc, quand on veut faire évoluer quelqu'un, ne peut-être jamais lui dire avant d'être sûr que la personne peut faire l'affaire, parce qu'en fait aussi le sujet là, c'est que, ok, cette personne, admettons, elle est recrutée en operations assistant, et on dit tu vas devenir COO. La personne, elle le sait, qu'elle est vouée à devenir COO. En fait, mais en fait, elle ne fait pas l'affaire. Et on n'avait pas vérifié avant si elle faisait pas l'affaire. Donc en fait, on a une personne qui va être hyper déçue, qui sera jamais COO, alors que dans tous les cas, elle aurait jamais été vouée à être COO. Et donc, il faut faire hyper attention avec ces moves-là, que quand on veut faire évoluer quelqu'un, pas trop l'annoncer avant d'être sûr que ce soit vraiment possible. Ça, j'ai vu 2 personnes au mastermind qui avaient qui étaient en galère avec ça, quoi, qui étaient en train d'essayer de gérer ça. C'est vrai que c'est pas forcément intuitif. Ouais, très bon insight. Et c'est quoi ton
ton avis sur le fait de... Il y a certaines personnes qui peuvent devenir des grands talents. Comment les détecter, en fait? Une personne peut être peut-être OK aujourd'hui, mais peut être un talent demain. Déjà, c'est est-ce qu'elle le veut ou pas et est-ce qu'elle montre qu'elle le veut. Je pense que c'est la première métrique importante. J'ai mon performance manager dans l'agence. C'est un mec qui a commencé en stagiaire e-commerce, mais il a toujours dit que lui voulait aller loin et qu'il voulait se donner pour aller loin. Donc ça, pour moi, c'est un green flag. Ça veut dire que je peux l'emmener loin. En plus, il est smart. Il a tellement envie qu'il veut juste apprendre. Donc en fait, pour moi, tout part de là, finalement. Et après, je dirais que c'est même principalement ça. C'est l'envie et le fait de se donner, parce que pour évoluer, il faut y aller, quoi. Ouais, toujours apprendre aussi. Être ouvert à apprentissage en masse. C'est quoi comme question qu'on peut poser dans les entretiens pour déceler ça? Ouais, il y a une question que j'aime bien, c'est qu'est-ce qui te ferait quitter la boîte actuellement, là, dans un an? Et souvent, c'est si on me dit, si j'évolue pas, si j'ai rien appris, si je reste stable, si j'ai pas eu d'opportunité. En fait, c'est d'aller chercher ce qui ferait que la personne serait plus satisfaite. Moi, c'est comme ça que j'amène souvent des réponses assez honnêtes. Intéressant. Intéressant. Nous, on a mis comme question, si par exemple c'est sur la créative, qu'est-ce que tu as appris récemment pour voir si la personne actuellement apprend. Si elle apprend pas, je pense qu'elle n'aura pas envie d'apprendre plus tard. C'est vrai que c'est assez intéressant. Mais cette question-là, important. Hein. Est-ce qu'un CEO, tu peux le mettre sur plusieurs brands facilement? Si c'est un CEO au groupe, ouais. Je pense qu'il faut plus une ou un head of ops qui après peut devenir CEO. Ouais. C'est ce que tu as du coup? Ouais. C'est quoi pour vous la différence entre head of ops et COO? Pour moi, CEO, c'est vraiment l'honneur du business dans tout ce qui est opération, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui, je pense, est c'est ma vision, je pense pas que j'ai le bon terme, mais d'un point de vue stratégique qui est très haut sur tout le business, qui n'est pas juste dedans, qui exécute et qui supervise, c'est quelqu'un vraiment au niveau business, il va pouvoir peut-être compléter la vision du CEO avec l'aspect opération. Pour moi, c'est la même. D'accord. Super. Non, mais en vrai, en fait, il y a plein de définitions de CEO. Quand j'ai commencé à ce poste-là, je regardais justement, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, ça diffère dans toutes les boîtes. Et tous les CEO que j'ai connus ont tous des postes différents, avec des responsabilités différentes. Pour moi, en effet, c'est comme vous dites, c'est la personne qui est en haut de tout, qui a une vision macro d'absolument tout, et une vision et sur les process, et sur les RH, et sur le management, et sur les finances, et sur le business plan. Et c'est aussi quelqu'un qui va être capable, en fait, qui comprend absolument tout le business, comment il fonctionne. Il est capable de dire, ils ont du travail, ils n'ont pas assez de travail, on est en retard, on est en avance, tu veux aller là, il faut ci et ça. C'est vraiment très mécanique et connaissance parfaite du business, quoi. Moi, j'ai une question. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui auraient cette question-là. Quand tu recrutes, par exemple, un CEO, comment tu détermines le salaire? Est-ce que tu as des tips pour déterminer un salaire pour une brand qui fait 1 million par mois, par exemple? Pour une brand qui fait 1 million par mois, en fait, ça dépend de votre budget. Enfin, d'abord, ça va toujours dépendre du PNL, combien on peut se permettre ou pas. Et après, ça dépend de où on la recrute. Il y a plein de benchmarks. Moi, si je peux en donner, j'ai jamais recruté de COO directement, même pour mes clients. On a toujours eu d'abord des operations managers ou head of ops, et on les a payés en général jamais en dessous de 3 500 jusqu'à peut-être 5 500. Et après... Full time. Et après, tu évolues avec des pourcentages d'augmentation par an. Mais peut-être que je suis complètement à côté de la plaque par rapport à d'autres brands, parce que ça dépend vraiment des profils. Style, si tu vas sur les US, ça peut coûter beaucoup plus cher. Profil américain, Amérique du Nord, globalement, c'est beaucoup plus cher. Profil européen, moins cher. Tu peux mettre de l'equity, tu peux mettre pas mal de bonus à la performance. Il y a plein de choses, quoi. Là, dans toutes les marques que tu avais déjà accompagnées, que tu accompagnes, niveau de l'equity, combien de pourcentage des brands donnent de l'equity à leur team, etc. Et comment ça se passe? Parce que du coup, ça m'intéresse pour peut-être garder des A-players ou peut-être qu'ils soient vraiment à fond dans la mission de donner des equity. Mais j'ai encore pas fait ça. Du coup, ça m'intéresse. C'est quoi le process et combien de pourcentage? En général, ce que je vois pas mal et ce qu'on met en place, c'est de définir une pool, tu vois, 5% par exemple, des parts de ton business, que tu vas allouer 1% à une personne, 1,5% à l'autre, et plutôt générer comme ça. Donc réfléchis à quelle pool, quelle part tu peux allouer. J'ai vu 5% et j'ai vu 10% globalement pour l'instant. Voilà. Ok.
Et 5%, 10%, ça dépend du poste ou c'est juste. Alors 5% et 10%, c'est vraiment le pool global. Ok. Et dedans, tu vas pouvoir donner 2% à ton CEO, 1% à ton créatif stratégiste. Tu vois, c'est vraiment ce que tu vas allouer à toutes tes équipes. Ouais. Et après, tu peux, dans toutes les méthodes que j'ai vues, tu peux soit donner tout d'un coup parce que tu es vraiment sûr du profil et tu as vraiment envie de le lock. Tu peux aller graduellement au fil des années, au fil des mois. C'est vraiment toi qui le développe comme tu veux, quoi. Ok. Et d'un point de vue benchmark, pour ceux qui nous regardent, je pense que c'est important de donner des benchmarks, c'est-à-dire quel pourcentage sont leurs COX, leurs coûts opération par rapport aux bénéfices, pour qu'ils situent, ok, peut-être là je dois engager, ou peut-être là je dois réduire. Tu arrives à donner des benchmarks par rapport aux bénéfices, chiffre d'affaires. Ouais. Je pense que bénéfice c'est un peu plus net que chiffre d'affaires. Alors que je les calcule que par rapport au chiffre d'affaires. Ouais. Donc, je pourrais te donner par rapport au chiffre d'affaires. En général, j'ai vu de tout allant de 9 à 22% en étant sain. Mais ça va vraiment beaucoup dépendre. Par exemple, si tu as une marque qui va beaucoup faire d'investissement brand, notoriété, tu vois, des pop-up, de l'influence marketing que pour de la notoriété ou des choses comme ça, tu vas avoir des OPEX plus hautes parce que en fait, c'est des investissements qui ne sont pas directement liés à la performance. Pour des équipes où c'est full performance, là, ça va être plus 9%. En fait, ça va vraiment dépendre de comment est corrélée ta marque. Quand je dis entre 9 et 22, je parle des coûts opérationnels globaux. Je ne parle pas que de la masse salariale. Donc, les outils, les gens, les freelances, les bureaux, les salaires des fondateurs, ce genre de choses. Okay. Donc, si quelqu'un est trop bas, ben, ça serait un bon conseil d'augmenter à travers des outils des personnes pour aller chercher plus de résultats. En tout cas, vous pouvez vous le permettre. Ouais. Parce que je sais que j'ai vu des marques aussi qui allaient très très fort, à plus d'1 million par mois en effet, et qui avaient des OPEX hyper basses, mais maintenant avec l'IA, et des fois tu as des business qui sont quand même très simples, tu n'as vraiment pas besoin de recruter aussi beaucoup. Ouais. Donc, d'ailleurs, je pense à une marque notamment que j'ai accompagnée sur le marché US, ils faisaient plus d'1 million par mois clairement, et ils n'avaient que 5% d'OPEX, il n'y avait pas besoin de plus. Et dans leur équipe, ils avaient donc les 2 fondateurs, un créatif stratégiste, un vidéo éditeur, et une personne en influence, et tout le reste c'est en IA. Et un Ops Manager qui gère l'IA, et tout le reste c'est de l'IA. Et ils font des tonnes et des tonnes de créa et de campagnes influence, parce qu'ils font du gifting et qu'ils l'ont tout automatisé. Ouais, je pense de toute façon que maintenant les OPEX vont descendre de plus en plus avec l'IA. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui me réjouit aussi, c'est qu'il y aura besoin de moins d'humains, parce que l'humain c'est complexe. Même si on a les meilleurs procès, je pense que même toi qui est la gote là-dedans, ça soulage le fait de pouvoir automatiser, de se reposer sur une IA où c'est que ça dépend que de toi, que de tes instructions, que de tes prompts, parce que l'humain, ça reste quand même l'humain. Ouais, c'est clair. Toi, tu penses que tu vas implémenter quoi en IA dans ton équipe ? Alors, le plan, là, actuellement, c'est d'avoir quelqu'un bon en IA pour qu'il puisse être l'exécutant un peu IA. Donc, ça va pas être moi. Moi, je supervise, je trouve les infos, mais c'est lui qui doit exécuter, qui doit être proche des équipes pour être sûr, parce que ça va demander, je pense, pas mal de temps. Et après, de plugger petit à petit sur ce qui est le plus important en termes d'IA. Donc, c'est pas de tout changer d'un coup, c'est juste de plugger petit à petit dans certains aspects, des créatives, du paid, des opérations, du customer service. Et au final, après, d'avoir un peu l'IA partout. Tu vas commencer par quoi, tu penses ? Là, on a déjà commencé avec le customer service, créative. Mais pour l'instant, c'est, on va dire, semi-automatisé. C'est-à-dire qu'on met l'IA dedans, mais c'est pas encore, ça tourne pas de manière autonome. Et le but après, c'est de faire vraiment une machine autonome. C'est-à-dire que ça tourne, il y a un creative stratégiste qui travaille pour nous et ce creative stratégiste, il est IA. Ouais, ça va être trop bien, ça. Ouais. Ça va être tellement bien. Tellement plus simple. Ouais. Mais je pense que ça change pas d'un point de vue humain parce que tu auras besoin d'avoir une structure et tu auras besoin d'avoir un organigramme, mais simplement, ce sera juste des IA que tu plugs. Ouais, ce sera tes exécutants. Ouais. Mais tu as besoin du cerveau de base, quoi. Ouais. Et toi ? Ouais. Moi, ce sera la partie vraiment gifting qui sera full automatique. Et ensuite aussi, en vrai, media buying. De plus en plus, mais on le voit avec Manus qui maintenant va se connecter au gestionnaire de publicité. Donc, il saura même mieux que nous gérer les ads. Mais vraiment, la partie gifting, influence, pour moi, c'est ça. Ça sert à rien de mettre des humains si l'IA peut le faire. Des humains des robots qui contactent des influenceurs humains ou des influenceurs IA ? Parce que maintenant, on va être dans une ère où c'est que tu pourras créer des influenceurs IA, avoir beaucoup de followers rapidement. Ouais, les deux. Mais principalement, l'IA qui contacte les humains. Parce que, encore maintenant, les plus grosses brands, comme Confort, etc.,
ceux qui scale avec du gifting et stratégie d'influence, c'est des vrais humains. Donc à l'heure actuelle, c'est ça qui marche le mieux. Mais c'est vrai que des influx IA, ça sera extrêmement rentable aussi, mais la touche humaine encore même sera peut-être plus d'impact plus tard parce que tout sera IA. Donc là, c'est ce qui fonctionne le mieux en vrai. Ouais, c'est pour ça. Et nous, on a cut quasiment tout notre département. Hein. On était 6. Là, on a une personne. Je pense qu'en fait, il faudrait qu'on soit 2, mais en influence marketing, c'est tout, quoi. Grâce au gifting IA. Hein. C'est fou. Hein. Et peut-être que vous pouvez parler, parce qu'en plus, c'est quelque chose que je voulais re-entendre, sur justement les influenceurs IA. C'est toi, je pense, qui avait mentionné que tu faisais des pages influenceurs IA. C'est pas moi. C'est pas toi. Enfin, on l'a fait. Enfin, on fait des faux influenceurs. C'est pas IA encore. C'est-à-dire, ils n'ont pas des followers, mais on crée tout avec l'IA. C'est-à-dire les pages Facebook, photos, toute la vie de la personne en IA. Et tu fais du whitelisting avec ? Ouais. Ok. Et là, les pages Facebook, du coup, aussi avec Manus, on peut l'automatiser pour que ça poste, que ça ait des meilleures perfs. Parce qu'une page qui est vide, ça sera pas autant performant. Ouais. Le fait de poster 1 à 2 posts par jour, ça booste les performances sur les ads. Intéressant. Sur les pages. Et ça, on l'a encore testé récemment. J'ai dit, OK, on reposte 2 posts par jour, je veux juste voir les perfs. Et on a gagné 2 points de ROS. C'est-à-dire, je sais plus, en termes de. Ça donne 2 points de ROS. C'est-à-dire que si vous étiez à un 6, vous passez à un 8. C'est fou. Et ça se fait en 2 secondes, quoi. Ça se fait en 2 secondes. Après, il faut quand même que Meta voit que vous publiez depuis quelques jours, mais c'était après 5 jours de post, à peu près. C'est qui le fait pour toi, tout ça ? C'est qui l'a fait C'est l'assistant de ma Head of Ops. Ok. Mais normalement, ça devrait être l'assistant media buying ou social media. Mais sauf que là, on est sur 2 postes, c'est qu'on recrute. Du coup, c'est lui qui l'a fait parce que c'était très simple à plugger. Honnêtement, avec Manus, ça prend, je pense, 1 heure de temps à publier les posts pour 1 mois. C'est ça qui est fou, tu te rends compte que tu peux mettre, parce que la personne qui l'a fait, elle est là depuis 1 mois et demi. Elle est, oui, même pas. Ouais, c'est ça. Et elle a fait ça en 2 secondes, donc ça montre à quel point c'est simple à implémenter et ça va vite, quoi. Et Enfin, je crois qu'il l'a fait assez rapidement. Bon, en tout cas, ça fait 1 mois qu'il est là, il l'a mais fait, oui, donc c'est pas compliqué. Maintenant, tout devient de plus en plus simple et c'est ça qui me réjouit. Et du coup, pour ceux qui regardent le podcast, si tout devient de plus en plus simple, si on arrive à faire des créatives autant qualitatives que des créatives des publicités télé, ça va être compliqué pour tous ceux qui ont la flemme, pour tous ceux qui veulent faire un peu du résultat moyen, parce qu'il faudra être excellent, avoir tout excellent, parce que maintenant tout devient simple. Ouais. C'est ça qui est beau. Clairement. Et toi, le workflow que tu as partagé avec Lucas, je sais pas si on peut en parler. Et là, le software qu'on a créé avec Lucas, c'est que simplement en partant de quelques concurrents, on se base sur les créas les plus winneuses et on a plusieurs steps où c'est que ça répertorie, genre, c'est quoi, ça target qui, comment, etc. Et frame par frame, notre IA, elle analyse tout et elle reproduit une créa vraiment très similaire, mais avec des changements que nous, on choisit. Et ça nous donne des créas en automatique et le montage se fait en automatique avec Emotion, etc. Et là, de plus en plus, ça va être le cas avec les nouvelles IA qui sortent. C'est qu'il n'y a plus de montage à faire, il n'y a plus de travail trop poussé à faire pour avoir une créa vidéo. Mais vraiment, les résultats, ils sont vraiment humains. Genre, les clients, ils ne voient pas la différence. C'est vraiment, fou. 100%. Mais le benchmark que je vous ai donné, il sera plus du tout valable dans 1 an. Hein. On se réjouit. Clairement, on a hâte. Après, c'est un peu triste pour les gens, mais il y aura toujours des gens. Ouais. Mais simplement, c'est vrai que ça va mettre un coup à l'économie quand même. C'est sûr, ça va mettre un coup à l'économie. T'imagines toutes les personnes dont on n'aura plus besoin ? Ouais. Qu'est-ce qu'elles vont faire ces personnes et en quoi ça va déboucher ? On est plus sur de la macroéconomie. Ils seront déjà aux US, ils auront le salaire universel annoncé par Elon Musk. C'est que ils seront payés pour pas faire grand-chose. Ouais. Et ceux qui auront beaucoup d'argent, ils sont obligés d'être ultra compétents. Et Elon Musk, d'ailleurs, il parle de intelligence et énergie. Et du coup, quand on pense à intelligence, on peut aussi penser à artificial intelligence. Et vraiment, genre plus tard, tout est une question d'énergie. La currency, pour moi, c'est l'énergie. Parce que toutes les IA qu'on plug, tous les outils, c'est propulsé grâce à de l'électricité et de l'énergie. Donc pour moi, ça, c'est le futur. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. On a encore quelques années où, avec les process qu'on a, on peut faire des dizaines et des dizaines et des centaines de millions.
Et selon toi, toi qui as vu pas mal d'e-commerçants, qui pour la plupart sont des profils marketeurs comme Nico et moi, c'est quoi d'autres freins que tu vois, gros freins, que même nous peut-être on n'est pas aware, qui nous freinent sur notre liberté ou notre croissance d'entreprise? Déjà, se rendre compte des besoins qu'on a en opérationnel. Et il y a surtout, je pense, c'est un danger que je vois, plutôt qu'un frein, c'est de prendre de la distance avec tout ça une fois qu'on délègue. En fait, je vois beaucoup de fondateurs qui commencent à recruter et ils se disent trop bien, je suis soulagée de ces trucs opérationnels, admin et tout, donc je vais plus du tout regarder et je vais juste laisser ça vivre. Et en fait, ça crée de la distance avec son business. Donc ça, faut faire super attention. C'est pas parce qu'on recrute qu'il faut plus regarder, qu'il faut plus être au courant des choses. Très, très, très dangereux. Et comment est-ce qu'on fait pour rester au courant de tout? Eh bien, on demande des rapports. Des updates, des choses comme ça. Et on les regarde surtout et on les feedback. Autre erreur que je vois beaucoup, des fondateurs qui recrutent des operations managers ou n'importe qui d'ailleurs, ces personnes-là leur font des rapports, ils les regardent une fois, puis plus jamais. Du coup, les rapports sont de moins en moins bien. Il y a de moins en moins d'efforts qui est fait de la part des équipes pour travailler. Et finalement, les rapports n'existent plus. Le fondateur ne s'en rend pas compte. D'un coup, le fondateur se réveille et se dit « Mais attends, je ne sais plus. Où sont les rapports? C'est nul, ils ne sont pas bien faits. » Et en fait, ça fait une loupe comme ça. Et donc, pour éviter ça, quand on fait des rapports, on s'engage envers ces équipes à les regarder et à donner des feedbacks dessus. Et vraiment, c'est de la discipline à avoir. Quand on recrute, on doit être tout aussi discipliné dans ses stratégies marketing que dans les engagements qu'on a envers ses équipes. C'est ultra logique, mais pourtant, c'est une erreur que j'ai faite. Et t'as fait aussi? Pareil, ouais. Ouais, et pourquoi? C'est de la flemme, hein, en vrai. C'est de la flemme. C'est de la flemme. C'est de la flemme. C'est du pas envie. Ouais, non, c'est vrai. Je l'avoue. Voilà. Donc, ouais, gros, c'est un truc vraiment très bête. Donc, en gros, si je résume, il faudrait avoir des rapports. Donc, si quelqu'un a une grosse team, il faudrait qu'il ait des rapports que sont la personne en dessous de lui, donc c'est Head of Ops ou COO, et des rapports de tous les secteurs importants. Sur les secteurs importants, ils ont un rapport en gros de leur équipe aussi. Admettons qu'on prend l'exemple d'Ecom, on a le creative stratégiste qui va venir avoir un rapport des vidéo éditeurs et le rapport du creative stratégiste va remonter plus haut jusqu'en fait au founder. Et le founder doit bien regarder ses rapports et qu'est-ce qui doit être perçu par le founder, qu'est-ce qui lui est pas adressé, comment discerner ce qu'il doit avoir ou pas, parce qu'il peut y avoir beaucoup de choses. Ouais. Eh bien, qu'est-ce qui a de l'impact ou non sur le business? Pour moi, le fondateur doit avoir un rapport qui mentionne, encore une fois, tout ce qui a de l'impact sur la croissance du business. Donc, tout ce qui est productivité, tout ce qui est performance, pure marketing, tout ce qui est recrutement, en fait, tout ce qui est gros. Et même au début, franchement, tout. Et après, moins, mais un maximum, quoi. Enfin, il faut que si on vous pose une question sur votre business, vous soyez capable de donner la réponse. C'est simplement ça. Si vous n'êtes pas capable de donner la réponse, c'est qu'il faut la retrouver. Il faut vraiment faire attention à ça. Très important. J'ai un gros gap là. Mais tu vois, je parlais à un mec du mastermind qui, quand j'ai travaillé avec eux, je leur ai demandé, on a recruté énormément de personnes, je leur ai dit, demandez un loom de 3 minutes max à chaque personne dans votre équipe. Ils n'ont jamais regardé les looms de leur équipe. Et là, il y a quelqu'un qui a arrêté de faire les looms depuis 3 mois, ils sont en colère. Mais en fait, tu vas pas être en colère vraiment envers quelqu'un qui n'envoie pas de loom depuis 3 mois, alors que les fondateurs, en 1 an, n'ont jamais regardé les looms de ce mec-là. Tu vois? Voilà. Ouais. C'est important de rappeler. Donc, tous ceux qui regardent le podcast, qui étaient comme Nico et moi, regardez les rapports, regardez les looms, faites un effort, soyez pas flemmard, c'est important. Et c'est Leïla Hormozi d'ailleurs qui avait fait un réel il y a quelques temps qui disait que sa routine, c'est que tous les lundis matins, elle regarde, elle les reporte d'absolument tout le monde dans ses équipes et elle fait des feedbacks. C'est ce que je fais également. Je commence jamais ma semaine sans avoir regardé tout ce qui se passait dans ma team, avoir fait des rapports et des feedbacks à toutes mes équipes. Ouais, très important. Du coup, c'est tous les pôles qui en font une fois par semaine? Ouais. Ok. Ouais. C'est à chaque fois sous forme de loom qu'ils les envoient? Moi, j'aime pas les looms parce que ça me saoule. Mais moi, j'aime bien les PDF, les documents à lire. Okay. Mais si tu préfères un loom, tu fais un loom et tu laisses des commentaires, tu sais, sur chaque partie. Moi, j'ai une question. Comment être sûr que ces rapports, il n'y ait rien qui manque? Quand tu vas commencer à feedbacker, tu vas commencer à demander de la data supplémentaire. En fait, ton rapport, il sera jamais bien au début.
Et c'est justement en faisant ces retours que tu vas voir les manquements et que tu vas le peaufiner. Et à terme, tu vas voir que tu vas retirer des choses. En fait, au début, ton rapport, il sera comme il sera. Tu vas rajouter des choses. Et une fois que tout sera bien rodé, tu vas retirer, il sera beaucoup plus léger. Ça va vraiment faire une vague. Ok. Et pour toi, savoir en tant que fondateur, ok, admettons que moi, je dois attendre des rapports de ma COO, de mon COO. Lui me fait des rapports, ok, c'est complet, il y a beaucoup de choses. Mais comment être sûr qu'il oublie rien? Parce que moi, des fois, ça m'arrive, c'est que j'ai des rapports et je pense à ça, je dis, mais ça n'est pas dedans. Ah oui, ok, j'ajoute. Puis en fait, il y a tellement de choses que peut-être j'oublie qui sont pas. Du coup, où c'est que je vais retrouver l'info? Je vais retrouver l'info par rapport au OKR, où c'est que je retrouve pour être sûr que j'oublie rien? Alors moi, c'est un conseil que j'ai qui est un peu bizarre, mais en gros, j'ai une liste avec tous les projets qui existent actuellement dans ma boîte et tous les gens que je connais dans ma vie. Donc moi, je le pose vraiment mes mots perso. Ok. J'ai même mis mon dentiste et mon banquier, tu vois. Et donc, tous les dimanches, je vais regarder et me poser sur chaque ligne de cette liste pour voir si j'ai un retour à faire, quelque chose qui manque, quelque chose que j'ai pas oublié. Donc, peut-être avoir justement ce master document que ta COO peut te faire avec tous les sujets. C'est vraiment juste des lignes, hein, tous les sujets qui sont en cours. Et comme ça, tu regardes un peu les deux et tu compares. Attends. Laisse-moi revoir Je crois ça que c'est visuellement. Wenger, ça. Donc, t'as ça où? Sur un Asana? Sur un Excel perso à moi. Un Excel. Donc, est-ce que tu peux juste nous mapper comment c'est Ouais. organisé? En gros, j'ai un Excel avec deux colonnes. J'ai une colonne avec les projets de ma vie. Ok. Donc j'ai mes projets pro, mes projets agence, etc. Et j'ai projets perso aussi, IMO, enfin tous les trucs que je fais, et même des trucs perso quoi. Après, j'ai une autre colonne avec tous les gens que je connais et à qui je parle actuellement dans ma vie. Mhm. Donc il va y avoir toutes mes équipes, après il va y avoir par exemple vous, après il va y avoir mes amis, ma famille, dentiste, banquier, avocat, toutes ces personnes-là, parce qu'en fait, on a tellement de choses à traiter qu'on oublie, enfin moi j'oublie, je peux forcément oublier des choses. Mais c'est énorme, ça. Mm. C'est pas du tout bizarre, c'est trop bien. Et maintenant, même avec l'IA, même avec Claude, je pense que tu mets une automatisation, tu regardes tous mes contacts et tout, regarde toutes les discussions, fais-moi ça. Carrément, c'est vrai. Faut que je le mette dans ma to-do à le faire. Et moi, ça m'a enlevé toutes mes angoisses parce que Ouais. en fait, j'oublie plus rien. Tu l'as fait par toi-même ou tu l'avais trouvé Je l'ai fait par moi-même il y Ok. a 4 ans parce que en fait, j'avais tellement de choses à faire et j'arrivais plus. J'avais l'impression que j'oubliais toujours quelque chose et que je poussais pas assez, tu vois, les rappels ou les feedbacks ou les trucs. Et en fait, j'ai fait ça pour plus rien oublier, quoi. Et là, pour commencer à la créer, Je peux te dire comment faire. je suis chaud. En gros, moi, ce que je fais pour la mettre à jour, c'est que je vais dans mon WhatsApp Ouais. et je regarde tous les contacts récents. Donc, je la mets à jour selon ça. Des fois, il y a des personnes que je retire parce qu'elles sont plus dans ma vie. Salutations. Hi. Et après, je fais pareil avec mes mails et mes Slack. En fait, c'est toutes les conversations que j'ai. Et simplement, c'est comme ça. Donc, clairement, l'IA peut le faire et ça va me Énorme. sauver du temps. Comme ça, ça, pas d'oubli, pas de. Ouais, parce que moi, j'ai un gros problème. Enfin, c'est pas un problème, je pense que c'est un mode de fonctionnement. C'est qu'en fait, je m'implique beaucoup sur même un sujet. C'est-à-dire, tu vas me parler d'un sujet et ça va me trotter s'il n'y a pas un truc qui est fixé. Du coup, en fait, c'est pour ça que je suis pas à jour sur WhatsApp, etc. Parce qu'en fait, ça m'ouvre des fenêtres mentales. C'est-à-dire, quelqu'un m'écrit et je vais penser à tout ce qui est lié à lui. Est-ce que je peux l'aider, si et ça? Et du coup, en fait, ça peut me fatiguer si j'ouvre. Si je réponds à 20 messages dans la journée, mon cerveau travaille en plan. Encore aujourd'hui, tu vois, mon inconscient, il a trouvé la réponse aujourd'hui. Ouais, ça m'a c'est travaillé. Mais c'est pour exactement, enfin, c'est tout à fait pour éviter ça. Ouais. En gros, moi, ça me permet de ne plus rien avoir dans ma tête. Tout est sur mon Excel ou sur des to-do. Et j'ai plus rien qui traite, qui tourne en bac parce que c'est infernal, tu t'en sors pas. Ouais. Et en plus, ça me permet aussi d'avoir des projets, tu sais, des projets que tu veux faire mais que tu fais jamais, bah, de vraiment les faire en fait. Parce que ils sont là sous mes yeux et en fait, au bout d'un moment, je les actionne et je réponds aux personnes. Et tu consultes cette liste tous les jours, du coup? Tous les jours. Ok. Alors non, pas tous les 2 jours Ok. et vite fait. Et le dimanche, vraiment, je suis sur mon bureau, je regarde et je lis. Je dis Nico, ok, non, j'ai rien à penser. Mathéo, ok, non, j'ai rien à penser, Ouais. etc. Benga. Un autre sujet important et qui me concerne aussi, c'est que, en gros, j'ai pas de calendrier. Et c'est une discussion qu'on avait eue avec my Head of Ops et toi, que en fait, simplement, je devais lui donner accès à mon calendrier pour faciliter la prise de call, etc. Et puis, je lui ai dit que j'ai pas de calendrier. Et que j'allais regarder un peu autour de moi pour voir comment les autres s'organisent. Et j'ai regardé un peu autour de moi et les autres n'ont pas de calendrier. Donc ça, un problème qui est évident. Okay, je sais que c'est pas moi qui ai raison parce que les autres n'ont pas de calendrier. Donc il y a un problème chez les commerçants qui n'ont pas de calendrier. Enfin, je généralise pas, hein, mais pour beaucoup de personnes avec qui je discutais, n'ont pas de calendrier. Comment y remédier?
Pourquoi, selon vous, déjà, on n'a pas de calendrier? Déjà, toi, pourquoi tu n'as pas de calendrier? Moi, j'ai un calendrier, mais il est très mal utilisé. Donc, t'as pas de Et calendrier. du coup, j'en ai pas vraiment, comme on pourrait dire. Mais j'ai commencé à utiliser et en fait, j'ai l'impression que ça me prend de l'effort à tout le manager. Et j'avais recruté une executive assistante qui m'aide à ça. Et en vrai, ça m'a aidé à pouvoir commencer, mais ensuite, même dès qu'il y a un changement, le modifier. Ensuite, enfin, je sais pas, j'arrive pas à planifier sur un calendrier. Donc, je sais pas s'il y a des tips. Parce que Ouais. je pense qu'à certains niveaux, il y a besoin. Je vois tous ceux qui sont dans les business où ça fait plusieurs milliards, bah, ils en ont un. Et c'est même la chose la plus importante. Même, ils s'organisent avec ça. Même ensuite, tu fais du time blocking pour programmer tes journées. Donc, je pense que tu as des tips pour à ce que ça soit fluide et que ce soit simple, surtout, ça serait banger. Ouais, en fait, je pense que le problème, il est un peu plus haut que ça. Je pense que le calendrier, c'est un symptôme d'un truc global que beaucoup de profils comme vous ont, qui est de ne pas faire tout ce qui a trait à l'organisation, à l'opération, parce que il y a un blocage en vous, je pense, qui est lié au fait que bah, c'est pénible, c'est chiant, c'est pas ce que j'aime, c'est scolaire, enfin, c'est ces trucs-là. Alors qu'en fait, c'est votre responsabilité à un moment, en tant que chef d'entreprise, avec des équipes, que de faire cet effort. C'est pas plaisant, personne n'aime ça, hein. Moi, je déteste aussi. Mais en fait, on doit le faire. C'est comme faire les feedbacks à ses équipes. C'est des choses sur lesquelles il faut qu'on s'engage, sur lesquelles il faut se discipliner. Et en fait, je pense que c'est juste un switch, encore une fois, de se responsabiliser et de se dire que je suis plus un solo guy qui fait du marketing dans ma chambre, mais je suis un mec quelqu'un qui veut monter une entreprise, qui veut monter un truc avec de l'ambition, qui veut avoir des équipes, qui veut que ça fonctionne bien. Et donc, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Eh ben, je dois gérer un calendrier. Et alors après, on peut gérer un calendrier facilement, dans le sens où, par exemple, moi, il y a des endroits sur lesquels on n'a pas le droit de bloquer des calls. C'est hyper facile et tu l'automatises en 2 secondes. Et après, le reste, je le laisse ouvert. Et si les gens veulent décaler, en général, ils proposent une autre heure et je l'accepte ou non. Enfin, je vois pas de difficulté là-dessus. Donc, je pense, je sais pas. Ouais, pour moi, le premier symptôme, et c'est ce que tu soulèves, et c'est ce que j'invite tout le monde à travailler, c'est qu'en fait, il y a des choses dans le business qu'on n'aime pas et qu'on ne fait pas, et ça, c'est une erreur. Et durant le mastermind, on a fait un exercice qui était de prendre une décision qui est peut-être inconfortable, mais qui va nous aider à aller vers notre objectif. Et je pense qu'on devrait tous faire des décisions conscientes, maintenant, ceux qui regardent, de faire des choses qu'on repousse, mais qui sont importantes au business. Et si vous êtes un profil marketeur comme Nico et moi, eh ben, ça va être toutes les décisions liées aux opérations, comme on l'a dit avant. Donc je pense qu'il faut prendre ces décisions constantes, puis simplement être discipliné. Ouais, c'est ça. Ouais. Et se dire que, en fait, si votre objectif, c'est de rester un mec qui fait de l'e-com tout seul, c'est OK. Et dans ce cas, c'est le truc. Mais si vous voulez aller plus loin, il y a des choses à faire pour ça. Et juste, il faut prendre ses responsabilités. Et en plus, je pense qu'avec l'IA, ça va se simplifier à gérer le calendrier. Oui. Si tu vas plug une IA qui te fait tout. Moi, ce que j'ai mis en place pour les calls, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, j'étais un gars no call. C'est-à-dire, je faisais 0 call par mois, en 2024, je crois. Ça arrivait à un call par-ci, par-là. Mais c'était très, très rare. Maintenant, j'en fais plus, mais c'est toujours un frein. Et là, j'ai mis en place un process qui est avec un GPT, si quelqu'un veut faire un call avec moi, ben, il y a toute une série de choses qu'il faut demander pour savoir si le call, déjà, quels sont les motifs du call, est-ce qu'on peut régler avant le call, pour savoir en fait si le call doit être urgent, ou il peut se planifier, ou il doit se faire avec quelqu'un d'autre. Parce que ça aussi, ce qu'on dit là, c'est important de faire des calls, etc. Mais des fois, il y a des calls qui sont inutiles, ou qui pourraient être fixés très rapidement. Tu vois, il y a des calls en fait, qui ont un bloqueur, et puis ce bloqueur-là doit être vu dans la journée, ou plusieurs temps plus tard. Notamment, nous, je pense qu'on a mis un problème, c'était, en fait, on voyait qu'il y avait des ads sur Amazon. J'ai dit, mais ça va pas, on perd de l'argent, ok, on va fixer un call. Et le call n'a toujours pas lieu, ça fait plus d'1 mois. Puis en fait, au bout d'un moment, j'ai dit, non, mais les ads, regardez, ah oui, il y a des ads qui étaient activés, on sait pas pourquoi, ils ont coupé. Puis en fait, chaque jour, on perdait 500 balles. Il fallait pas faire un call pour régler ça, en fait. Il fallait juste résoudre le problème. Donc je pense que, et tu me diras ce que tu en penses, mais il faut avoir comme un process, c'est que chaque personne qui veut prendre un call avec le fondateur, au moins, il doit y avoir comme une liste de choses à voir, et ensuite définir précisément de quoi on va traiter durant le call,
pour que le call soit plus efficace ou que le call puisse éviter d'une manière ou d'une autre. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Oui, je suis d'accord. Il faut juste faire attention à pas faire en sorte que les gens aient peur de vouloir booker des calls avec vous. Il faut faire attention à ça. Mais par contre, moi, quand on book un call avec moi, avant, j'invite mes équipes à toujours se demander est-ce que ça peut être réglé avec un Loom? Oui, non. Est-ce que je suis la bonne personne à gérer ce call avec toi? Oui, non. Qui doit être dans la loupe ou pas? Et après, quel sera l'objectif de cet appel? Et quelles sont tes questions, toi? Du coup, quand j'ai brainstormé avec GPT ou Claude, je sais plus c'est avec qui, il y avait beaucoup de questions. Imaginez, on simplifie, ça doit être très simple pour pas que ça soit une friction quand on veut prendre un call. Du coup, ça se résume à 3 ou 4 questions. Je crois que le premier, c'est déjà de savoir l'urgence, les points qu'on veut mentionner et l'urgence. Si par exemple on peut perdre de l'argent, on peut en gagner, l'urgence pour définir si le call il doit être fixé rapidement ou pas. Mais c'est d'où l'importance de faire le RACI pour savoir exactement si tu dois vraiment être dans le call ou pas. Et si tu dois même donner l'autorisation ou pas pour une certaine action. Par exemple, à un moment, j'ai recruté ma executive assistant. Elle me demandait si elle pouvait faire les virements avec la carte ou pas. Mais en fait, tant que ça dépasse pas genre 200 ou 300, elle doit le faire sans demander. Donc ça rejoint aussi ça, mais je pense que tu as plus de... Alors le process, c'est ça, c'est objectif du call, les points qu'on va aborder, le résultat attendu à la fin et le degré d'urgence. Aujourd'hui, ou cette semaine, ou pas urgent, ou peut être traité de manière asynchrone. Genre quelque chose de pas urgent, ok, fête de Noël, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vois, on n'a pas besoin de faire un call maintenant, par exemple. Et ensuite, c'est un GPT qui est entraîné qui va trancher. Ce GPT-là, il est entraîné avec beaucoup de livres d'opérations, de décisions, de documents de Sophia. Et on va voir déjà s'il a des bons outputs par rapport à ça. Ouais, c'est sympa. Bon, on va le tester. Le but, je pense, c'est jamais de dire ok, le process boom, et on l'envoie. On teste, on regarde si c'est pertinent ou pas. Et attention que ça complexifie pas la chose, parce qu'à la base, un call, c'est simplement, en fait, on sait rapidement si on entraîne les équipes à savoir quand est-ce qu'un call doit avoir lieu ou non. C'est assez simple, donc attention à pas complexifier, quoi. Alors là, le but, c'est que la personne qui veut prendre un call partage ces points-là à la head of ops. Donc, il dit juste, ok, tu veux parler de quoi, etc. C'est 3 points en fait que la personne doit répondre. Okay. Tu veux parler de quoi et l'urgence, selon toi. Okay. Et, très bien. Voilà. Tu me diras, c'est intéressant, ouais. En plus, je pense que c'est le genre de process qui sont un peu, alors marrant, on s'entend, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu sympa à utiliser. Ouais. Et du coup, ça peut bien fonctionner. À voir. Ouais. Mais justement, le process qui aide vraiment ça, c'est de remplir un RACI avec l'équipe. C'est quoi déjà RACI? C'est pour savoir qui est responsable pour chaque poste et pour chaque pôle. Hier, on en parlait aussi d'ailleurs. Est-ce que avec l'IA qui arrive, en quelques prompts, on pourrait aussi le faire ou dans tes équipes? J'essaie encore de trouver des solutions de ne pas faire. Mais oui, moi je le fais plus à la main. Et en fait là, si je vous les fais faire à la main, c'est pour que vous ayez la logique. Ouais. Mais sinon, moi je les fais plus moi-même. Après, mon GPT, Claude, il est tellement entraîné qu'il sait bien le faire. Il faut qu'il le soit bien également. Ouais. Une fois que c'est fait, en fait, tu vois que c'est super important. Que chaque décision, tu sais où ça va et il y a de l'ordre qui se crée. Vous utilisez l'IA pour répondre? Pour répondre à quoi? À communication avec tout le monde. Pour les creative stratégies, le marketing, oui. Mais sinon, non. Moi, j'ai pris l'habitude de l'utiliser parce qu'en fait, il sait exactement comment je parle, comment je pense, etc. Et quand ça devient complexe un peu, je lui dis réponds comme si c'était à ma place. Et il est, je trouve, très très précis. Ah oui, pour répondre à des mails et des trucs? Même à des messages. Ah oui, moi aussi, tout le temps. Ouais. Et en fait, j'ai l'impression. Mon GPT, c'est pas encore Claude, il me connaît parfaitement. Et il me dit pour toi qui pense ça, tu pourrais lui dire ça. Et c'est super. Ouais, moi aussi. Mais je le relis toujours. Et il y a aussi une app qui est pas mal, c'est Whisper. Tu connais, je pense. J'ai entendu Lucas en parler, mais je ne connais pas. Qui simplement tu plugs sur ton Mac ou iPhone, je crois que tu peux. iPhone et simplement, en fait, tu peux faire une commande vocale et c'est très précis. Et en fait, il va venir retranscrire tout ce que tu dis. Donc, même si tu veux envoyer un message texte à quelqu'un pour éviter de lui faire un vocal, pour lui, ça soit plus simple, et c'est top. Ok, parce qu'avant, moi, je faisais des vocaux dans ChatGPT, après copy-paste. Mais du coup, Whisper, tu fais ton vocal et ça le plug direct dans WhatsApp, par exemple? Ou tu dois copy-paste? Partout, en fait, ça te le plug direct dans le chat où t'écris. Ouais, trop bien. Donc, tu pèses juste une commande sur ton Mac ou sur ton téléphone et ça retranscrit de manière assez précise. C'est surtout banger pour parler à l'IA. Ouais, à Claude. Par exemple, à Claude, parce qu'on ne peut pas vraiment utiliser l'audio. Et les prompts, tu peux les détailler beaucoup plus que par écrit, tu aurais la flemme d'écrire, en fait.
Et est-ce qu'il va te remettre en forme le truc Tu peux paramétrer Whisper pour paramétrer comment toi tu parles, genre si c'est plus formel, etc. Donc ça tu peux. Ok. Et il y a des IA que vous utilisez au quotidien dans ce style-là? Claude, Claude, ils sont en train de, de vraiment être vraiment les plus puissants. Mais j'ai arrêté d'utiliser GPT pour un peu tout. Je passais tout sur Claude. D'ailleurs, j'ai utilisé un prompt qui m'a aidé à passer sur les autres IA. En gros, tu mets le prompt dans GPT et GPT te donne toute la data de toi, ton entreprise et tout, et genre plus de 20 points précis. Et ensuite, Ça, tu pourras le donner, ce prompt, parce qu'il est banger. on aura le prompt dans la description. Donc, vous allez utiliser ce prompt, vous le mettez sur GPT et en gros, vous allez recevoir la réponse. Vous pouvez le mettre sous forme de PDF. Comme ça, à chaque fois que vous utilisez une nouvelle IA, comme par exemple Manus, dès que tu commences à utiliser Manus, tu plugs ça. Et ensuite, Manus, il sait plus sur toi que tous tes associés, plus sur toi que tout, parce que GPT te connaît à la perfection. Et du coup, là, j'ai commencé à utiliser Claude vraiment pour tout. Et je trouve plus performant. Même en rédaction? Justement, même en rédaction, Ok. même plus en fait. D'accord. Pas pour tout le monde. Toi, tu utilises encore GPT, il me semble. GPT, sans que je l'ai entraîné comme ça, était beaucoup plus performant parce qu'en fait, je lui disais un mot et il savait exactement quoi me donner. Moi, c'est le contraire. Hein. Ah. Moi, je lui donne un mot à Claude et c'est banger. Et GPT, là, je sais pas ce qui se passe. Ouais, je sais pas. Mais là, je vais tester les deux. Je vais faire ce prompt-là et je vais voir. Moi, en fait, j'avais testé sur des scripts, sur des demandes spécifiques et j'ai préféré ce que me disait GPT. Mais je pense que si je donne le même contexte à Claude, l'IA de Claude est plus puissant que GPT, selon moi. Ok. Et après, GPT, je l'ai très bien traité. Tu vois, à chaque fois, je suis poli avec lui, je suis gentil et je pense que. Il est trop faillot, GPT. Il m'agace, il est trop faillot, GPT. Il faut lui demander d'être vrai, de lui dire la vérité que la vérité. Moi, dans les paramètres, j'ai mis robotique. J'ai mis justement robotique et straight to the point. Et aussi, tu as l'onglet personnalisation où tu peux mettre plus de data sur toi. Et dès le départ, après, il te répond mieux. Ok. Puis ça, c'est important aussi à faire. Il arrête d'être people pleaser. Ouais. Ok, Ouais. ça fait un al, ça. Je pense qu'on peut donner des insights, des Ouais. choses que tu as peut-être appris récemment. Ça Ouais. les intéresserait de savoir qu'est-ce que toi, tu as appris, implémenté Ouais. comme insight. Et en plus, avec le mastermind, là, ça m'a ouvert des possibilités de fou au niveau de ce que je vais faire dans mon business, là, notamment au niveau de l'IA. En fait, la présentation de Lucas était hyper bien et m'a permis de me dire que je vais pouvoir proposer beaucoup plus d'optimisation liée à l'IA. Et à la base, tu sais, je voulais quand même développer une équipe, etc. Et en fait, je me dis que pas tant. Je vais prendre juste une personne et tout le reste en IA et je vais m'éclater là-dessus. Donc, et même au niveau opérationnel, j'ai trop hâte de tester plein de trucs. Parce que là, il va y avoir des trucs de fous qui vont sortir, je vous les partagerai. Mais ce sera pas mal du tout, je pense. Ouais. Ça m'a vraiment bien ouvert les yeux là-dessus. Moi aussi. C'est depuis un moment que l'IA devient tellement puissante comme dirait Luca, qu'on s'en remet beaucoup de choses en question. Parce qu'en fait, c'est maintenant tu vas venir t'adapter avec l'IA. Sinon, c'est bête de rester sur un process sans partir de l'IA qui pourrait te donner un levier beaucoup plus puissant. C'est clair. Tu vois, ouais. Et vous, au Mastermind, qu'est-ce qui vous a de quoi, enfin voilà, qu'est-ce qui en est ressorti? Ouais. Donc déjà, un truc qui fait toujours bien du Mastermind, c'est l'énergie collective, de voir en fait les gens, même certaines personnes qui étaient venues à la dernière édition, qui ont fait x5 sur leur chiffre d'affaires. Et en fait, de voir ça constamment, sur toutes les personnes qui étaient là à notre Mastermind, ça fait vraiment plaisir et ça motive aussi. Genre, je me dis, moi, j'ai pas fait x5, il faut que tu te bouges. Les gens, ils te rattrapent. Enfin, tu vois, inconsciemment, je me dis, c'est très bien, mais il faut que tu te bouges. Tu vois, c'est bien, et c'est bien d'aider, etc. Mais voilà, ça motive beaucoup aussi pour ça. Mais ouais, l'énergie collective, de voir les gens qui croient, en fait, ça fait du bien de sentir que tu es dans un groupe en croissance. Et en fait, toi, tu vas croire toi aussi. Tu crois aussi si tu rejoins l'énergie du groupe. Donc, c'est toujours ça qui fait beaucoup de bien. Et ensuite, comme insight que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai pris beaucoup de notes, notamment d'un point de vue opération. Donc, en fait, on est en contact très souvent. Mais même encore là, j'ai noté beaucoup de choses. Donc, un truc que je suis en train de faire aussi, c'est de pouvoir mettre en place un process pour que dès que je prends une note, ça se plug automatiquement sur Notion. On est en train de regarder avec Luca et Nico pour le faire. C'est ultra simple à ce qui paraît. Tu vois, comme ça, tu prends une note, tu mets un vocal avec Whisper et boum, ça se plug dans tes process. Boum, chouette, ça fait une tâche si besoin. Donc, en gros, j'ai pris pas mal de notes par rapport à l'IA. Je me considère comme vraiment beginner en IA.
parce que je pense pas que mon focus doit pas être sur comprendre tous les petits trucs de l'IA, mais c'est plutôt de comprendre la vision et puis ensuite d'avoir une personne dédiée à ça. Ça me donne beaucoup d'idées en fait sur pas mal de points du business. En fait, j'ai noté sur comment améliorer des footage IA. Donc ça, c'est des points de vue macro, je pense que ça va pas trop aider, mais en gros, d'améliorer le process des footage IA pour faire plus de ugly ads. Donc simplement d'avoir cette conscience-là dans les prompts, de dire qu'on veut une ugly ad. Quelque chose de vraiment, vraiment native. Ensuite, j'ai noté de passer du temps à construire le process de Allgivy. C'est dans une présentation qu'on a eue de Hoche sur la psychologie au niveau conversion, etc. Donc, Allgivy, c'est un célèbre copywriter. Et en fait, si on applique ces process-là avec l'IA pour créer des b-rolls, on va pouvoir avoir des trucs bangers. Donc, en fait, Allgivy, ce qu'il nous a appris, c'est qu'on peut avoir l'imagerie qui est, comme il nous a appris, une synthèse entre le copywriting et l'image. C'est imagerie. Le but, c'est d'avoir une image qui dit 1000 mots et d'avoir juste un texte qui complète pour que ça ne soit pas abstrait. Ça, c'est un truc qui était vraiment important et que je savais, mais que je n'avais pas imprimé, importé dans les process. Ensuite, j'ai mis exporter toute la data qu'on trouve dans le mastermind pour améliorer les process, en fait. Quand on a de la data pure, en fait, c'est ça qu'on va devoir chercher ensuite. C'est trouver la data, trouver les bonnes infos, puis ensuite feeder l'IA pour ça. Et ensuite, c'est à peu près tout. Que j'ai pris d'autres comme notes. T'avais pas dit en opérationnel ? Oui, opération. Ouais, c'était tout l'IA, pardon. Niveau opération, alors. Curieuse de voir après tous les échanges qu'on a eu ce que t'as noté, ouais. En fait, ce que je fais maintenant, avant, je faisais une big to-do list et j'avais la flemme après de tout remettre. Ça me prenait des semaines. Je disais, vas-y, chaque jour, je faisais 15 minutes. Ça me prenait littéralement 2 heures à tout remettre. Là, ce que je fais, c'est que directement, je remets dans mes tâches. Donc là, j'ai plus tant de notes que ça. Niveau opération, j'ai noté recrutement. Les questions doivent être plus binaires et non filtrées. Tu vois, ça soit plus oui-non et que ça soit éliminatoire, comme tu l'as dit. À la fin de tout call, tout le monde doit repartir avec une tâche et deadline. Donc faire un Zana, comme Sophia a montré. Voir avec Sophia, j'ai mis. Ensuite, mettre en place un système de red flag RH. Pour vraiment qu'on sache dans l'entreprise s'il y a un truc qui est red flag, il doit y avoir un process et il doit y avoir quelque chose qui se passe. Ensuite, poser question recrutement. Qu'est-ce qui te ferait quitter l'entreprise d'ici 1 an ? Ça, cette note, j'ai noté juste avant, durant le podcast. Oui. Et ensuite, d'un point de vue SAV, l'email, l'objectif, c'est qu'il soit résolu en 2 emails. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça traîne, il faut que ça soit résolu en 2 emails. Et il y a l'application Missive pour le SAV qui est conseillée, qui est apparemment mieux que Zendesk, Freshdesk, etc. Et niveau marketing, tester le listicle avec la fiche produit directement en bas. Nous, on faisait toujours en 2 pages. Et tu vois, tu testes le listicle et directement la fiche produit en bas. En fait, il y a plusieurs personnes qui le font et que ça marche très très bien. Ah, on a fait ça pendant longtemps et on a printé fort. Ouais. Il y a 2-3 ans, on faisait que ça presque. Bah, tu vois. Et une chose importante, c'est peut-être de structurer sur Meta quel post on poste avec partnership et la page de la brand. Ouais. Tu vois, pour garder, peut-être faire un peu plus d'angle sale sur les pages partnership et garder un truc plus clean agressif, sur la page. tu veux dire. Pas plus agressif, je dis sale, c'est-à-dire de faire des ads moins corpo, moins, on va dire, avec des angles plus agressifs et que ça reste très clean sur la page. C'est moins grave vu que c'est Emily, etc. Voilà, exactement. Qui fait... Et ensuite, regardez pour allouer 20% du budget en autorité. Ça, c'était le conseil de Sophia aussi. Et après, tout le reste, là, c'est des petites notes pas forcément importantes, mais tout le reste a déjà été dispatché en fait, dans mon Asana. Parfait. Ça va me prendre 15 minutes pour remettre ça, simplement. Banger. Moi, j'ai de la value aussi du mastermind, mais je dirais le premier point, c'est le changement d'environnement. Ça fait longtemps que j'étais à Dubaï, là. Et juste le fait de voyager, ça m'a... En fait, quand tu voyages, tu vois qu'il n'y a pas qu'un schéma de vie. Enfin, il n'y a pas qu'un fonctionnement. Et juste, j'ai l'impression que ça débloque des choses dans le cerveau et ça te permet de voir plus de choses. Alors déjà, juste de voyager, c'est banger. Et même au niveau de mon système nerveux, ça m'a énormément aidé. Genre là, vraiment, je me sens vraiment bien depuis que j'ai pris l'avion. Et sinon, en termes de choses que je vais appliquer directement, en vrai, il y a beaucoup de choses pareilles que j'ai notées. Je ne vais pas tout
mentionner parce que ça durerait 1 heure sinon. Mais déjà, en parlant de Hoche, sur le CRO, il a partagé un hack que j'avais pas encore fait. C'est simplement de ton bundle, l'image, que ça soit en forme de triangle, comme un podium. Et nous, typiquement, on a un bundle où il y a 3 produits et c'est parfait. Donc, on mettra directement genre un socle au milieu pour que ça fasse un triangle. Et apparemment, c'est satisfaisant, ça convertit mieux. Et pour du coup, notre première image, ce sera ça. Donc, un triangle, on est d'accord, pour les gens qui regardent, c'est il y a première note Coca-Cola, deuxième note Coca-Cola, troisième note Coca-Cola. Mais une plus haute. C'est ce qui se fait en supplément, en fait. Ouais, avec l'exemple qu'il a mentionné, je trouvais que c'était vraiment parlant et du coup, on va l'appliquer. Ensuite, aussi, de réduire au maximum le mental effort. Et le hack de la bio Instagram, je trouvais que c'était intéressant parce qu'en gros, sur Instagram, tu peux pas mettre énormément de texte, de caractères dans la bio. T'es limité et ça t'oblige à faire que ce soit simple. Et de faire la même chose sur la landing page, et du moins sur la partie above the field, c'est quelque chose à appliquer. Parce qu'en fait, Shopify nous laisse mettre illimité de texte, mais le client, il est là 2-3 secondes pour juger et il voit l'image et juste un peu de texte et après il part s'il y a trop de texte. Donc, imagerie, comme tu as dit, c'est que ça soit vraiment facilement bien fait. scannable. Ouais. Et après aussi, mettre un directeur artistique pour la brand en question que j'ai, local, de où je crée le produit. Ça, c'est quelque chose que je vais mettre impérativement parce que de base, je l'avais planifié. Mais là, je vais le mettre carrément tout de suite parce que même, en fait, on pourra filmer là-bas et que ça fera vraiment humain. Donc, ça, je vais mettre en place. Prends un contracteur pour ça. C'est-à-dire Un prestat, quoi. Moi, je me demande d'ailleurs parce que là, j'ai mon usine au Moyen-Orient et je sais que typiquement, pour le produit en question que je vends aux US, le fait que ce soit made in Moyen-Orient, c'est banger. Si je prends un directeur artistique et la personne qui s'occupe de la partie créa et que je vais filmer et qui sera devant la caméra, s'il est du coup du Moyen-Orient, est-ce que ça fera pas bizarre que ça soit full ads qui run aux US avec quelqu'un qui est habillé Est-ce que tu veux que ton DA il soit en ads? qui soit au Moyen-Orient, ouais. Mais il sera aussi en ads, ouais. Ah, c'est sur une égérie aussi? Ouais. Ah, ouais. Ouais. Est-ce que ça fait sens ou... Ouais. Il faut que ce soit un Américain, hein, ton gars. Ouais. Ok. Sinon, tu peux prendre un Américain, un beau rebeu, quoi. Après, j'ai un petit hack aussi que j'ai vu sur des brands aux US qui printent fort. Quand on passe commande dans notre brand, ce qu'on va mettre en place, c'est pas juste un code promo classique sur la Thank You Card, par exemple Thank You 10 ou Merci 10, que la personne rachète, mais c'est d'ajouter en fait une date à ce code promo. De faire ça, le taux d'activation du code promo est genre x5. Genre apparemment c'est cheaté. Genre, intéressant. tu mets que c'est dispo que pendant, je sais pas, 72 heures quand il reçoit le produit, que c'est dispo jusqu'à genre le mois prochain si c'est un produit qui se consomme en moins d'un mois, les personnes vont vraiment l'utiliser beaucoup plus. Allez, encore une quick win avant la fin du podcast. Pour ceux-là qui sont là, vas-y Nico, encore. Un point sur les clients qui sont pas satisfaits et qui ont mis un message sur Trustpilot pour les faire enlever le message Trustpilot par eux-mêmes. Donc c'est un texte en fait que tu copies-colles, tu t'envoies à tes équipes et en fait ça fait comme si c'était le founder qui écrit. Sinon on le met le message ici. Ouais. Là c'est juste des mots que tu envoies en fait au client et ils changent et c'est banger. Parce que la plupart des brands, et je trouve qu'ils n'ont pas un bon process une fois qu'ils ont la mauvaise note. Ils répondent juste sur le Trustpilot, ils ont peut-être un mail. Mais là, d'envoyer ce texte-là, c'est banger. C'est plutôt un truc marketing, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant ce qu'il disait Alex sur la strat WhatsApp avec les messages du fondateur directement. Je sais pas si quelqu'un peut l'expliquer plutôt que moi parce que c'est moi mon domaine, mais. C'est banger. Hein. On a, je sais pas si je peux le mentionner, mais ils utilisent WhatsApp Remarketing. Les clients, quand ils reçoivent un message, c'est comme si c'était le fondateur du coup de la brand et ça convertit de malade. Et la plupart des clients se rendent pas compte que c'est pas le fondateur. Donc cheat code. Ouais, c'était vraiment bien. Et d'ailleurs, ce que j'ai trouvé chouette dans la présentation d'Alex aussi, c'est qu'il a rappelé à quel point la structure et les équipes étaient importantes. Et je trouve que ça faisait du bien d'entendre ça de la part d'un fondateur e-com. Et je pense que ça a pas mal résonné aussi. Et c'est chouette que les gens commencent à porter le message là-dessus. Donc, ouais, 100%. Ça, je trouvais ça cool. Ouais, 100%. Mais si tu vois, lui est très porté sur structure, etc., opération, équipe, customer service. Et c'est tout. Ces gens qui ont cette vision-là,
il faut qu'ils aient un marketeur dans la team. Et ben, c'est des gens qui vont construire un plus gros business que les autres. Exactement. Ouais, c'est ça. Donc, Faites-le. Donc voilà, on arrive à la fin de ce podcast. Si vous avez aimé, faites-le nous savoir en commentaire. Si vous avez des envies pour les prochains podcasts, faites-le nous savoir en commentaire. Donc voilà, c'était Nico, Sophia et moi. À bientôt pour une prochaine aventure. À bientôt.